Allez, c'est parti. Donc, on va le faire comme on le fait toujours. Alors, il est possible qu'à terme, je le fasse plus qu'une fois par mois, ces exercices. On verra, mais bon, je vois pas l'intérêt de le faire nécessairement tous les 15 jours. Enfin bref, on verra. Tant que c'est possible de le faire tous les 15 jours, on fera tous les 15 jours. Ok, alors attends, ça marche les messages? Oui, c'est bon. Ok, bon, bah comme d'hab, si vous avez des trucs à corriger, on corrige d'abord. Non mais Luna, il va à zéro lui. Ça a déjà commencé. Alors, ouais, c'est un beau range tendanciel, mais... Ah non, en weekly, il n'y a pas assez d'historique. Mais on l'a pas déjà fait ce truc, ça me parle. Mais il n'y a rien, ça c'est du range tendanciel, point. Donc c'est très difficile d'en expédier à la nature, c'est-à-dire soit ça a une direction baissière, point barre, soit c'est range baissier avant de faire range haussier, et c'est le typique de range qui vont se construire sur l'unité supérieure. Bref, pour ma part, moi ça, je sais qu'il n'y a aucun intérêt stratégique à tirer là-dedans. Euh, pour te la faire simple, ça pue effectivement la stratégie, donc range vendeur. Puis maintenant que tu vois que ça rebondit, ça pue le range acheteur, quoi. Donc ça, t'attends un peu, tu payes dans le contexte avec des signaux de tendance, tu vises le haut de range, terminé, quoi. Enfin, pour moi, c'est la stratégie à mettre là-dessus, quoi. Tu fais du neuneu, quoi. Donc là, tu vas avoir un repli neuneu, à mon avis, qui arrive, mais il faut aller un peu plus bas. Voilà, pour le deal, quoi. Mais il n'y a pas de vaccin qui est tendu, en fait. Je sais pas où vous voyez ça, quoi. Ça n'existe pas déjà les vaccins qui est tendu à la baisse. D'accord? Enfin, j'ai aucun exemple de vaccin qui est tendu à la vente. Non, non, il n'y a rien de vaccin qui est tendu. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez rêvé, ce truc-là, mais voilà. Bref, il n'y a rien. Ça, c'est... Déjà, on ne cherche pas des structures de tendance alternatives à la vente. Ça me paraît peu intéressant. Les tendances vont profiter à l'achat. Je vous rappelle, à la vente, vous êtes limité par le plancher zéro. À l'achat, vous êtes limité par que dalle, justement. Donc, les tendances, il faut les exploiter à l'achat. Ah non, non, mais voilà, il n'y a pas de V5E, il n'y a pas de... Voilà, terminé. OK? Éventuellement, si on était dans l'autre sens, pourquoi pas? Mais voilà, même dans l'autre sens, ce serait pas facile, hein. Enfin, je veux dire... Oui, oui, ça pourrait ressembler au départ, au tout début d'une vaccin qui est tendu. C'est-à-dire, tu as un range, tu tentes un premier breakout, ça valide, confirme, et puis on revient chercher le niveau de breakout. OK. Mais dans ce cas-là, comme je l'ai dit, le début d'une vaccin qui est tendu, ça ressemble à un range tendanciel. Donc déjà, là, le principal truc, c'est laisse le machin maturer. Si effectivement on recasse le point bas ici, il y aurait dans ce cas-là la gestion overlap plus vaccin qui est tendu, mais pas dans le sens baissier, bordel. Si, je veux bien, mais tu vois bien qu'en termes d'amplitude, ta vaccin, qu'elle ferait ça. Bon, tu vas à combien? À moins 12 $? Donc non, ça fait pas de sens. OK? Pas de structure alternative dans le sens baissier. Bah, bref, pour moi, de toute façon, elle n'y est pas, ou alors elle est très prématurée. Donc si vous l'avez eu en termes de ce je sens que, etc., c'est bien, mais vous êtes dans tous les cas 3 coups en avance. Donc faut au moins être capable d'attendre les prochains coups. Pour moi, à ce stade-là, c'est juste un range tendanciel au mieux. Ça a surtout une gueule de neuneu de l'espace, quoi. Donc, de tous les cas, on est là pour faire du range. Donc, ça, au mieux, c'est du range tendanciel. Au mieux du mieux. Donc, déjà, il n'y a pas de tendance là-dedans. Et si jamais un jour il y a une tendance, effectivement, ce sera plutôt vaccin qui est tendu. Mais on en est très loin. Ah, là, vous êtes 15 coups en avance. Ça veut dire si, 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 et si, et si, et si, si, si. Non, non. Enfin, trop loin, à mon avis. Je sais que j'aime bien avoir des coups d'avance, mais là, c'est pas des coups d'avance.
Oula, ça sent la small cap, ça. Pardon. Bon, bah c'est... Voilà. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous voulez faire avec ce truc, mais ça, c'est du bon range vendeur, justement. Ça tient les clôtures sous les contextes acheteurs. Ça rejette systématiquement dans les contextes vendeurs. Pour l'instant, ça pue le range tendanciel. Donc, bah, je sais pas où ça va, mais ça tire plutôt vers zéro. Enfin là, tant que tu casses pas, il n'y a rien à faire là-dessus, hein. Après, il y a encore des acheteurs, il y a du volume, bon voilà, mais c'est plus de dire attention, hein, un truc comme ça. Je sais pas quelle est la market cap, mais ça me fait un peu peur. Internet Node Token. Bon, ça sent mauvais de base, hein. Je veux pas vous la faire, mais bon, apparemment il y a quand même du volume, mais je sais pas de quelle est la market cap. Bon, moi le nom, ça sent putaclicasse, ça sent mauvais. Alors déjà, il n'est pas sur les gros exchanges. Ok, il n'y a absolument aucune data. Ok, bon, moi j'ai pas de data, c'est pas listé sur des exchanges. La market cap doit être absolument microscopique. Voilà. Donc, I'm sorry, but the Internet token qui vaut 1 million, bah, soit vous avez trouvé le meilleur token du monde, et vous allez faire des fois 2000, fois 3000, soit vous achetez un truc qui va à zéro. Et moi, perso, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que vous alliez à zéro. Et graphiquement, bah voilà, après tu fais ce que tu veux, hein, c'est de dire, tu vois bien que c'est creux, sommet, descendant, et à mon avis, je vois difficilement comment ça ne sera pas le cas. Ça m'intéresse, moi, si ça trade au-dessus de 45. Voilà. Mais pour ça, il va falloir de vraies pressions acheteuses, pas juste des pump and dump, hein. Donc, si ça passe là, tu m'en reparles, sinon... non, non, ça se shorte pas non plus. Il n'y a aucun intérêt à shorter les cryptos, hein. Je vous l'ai dit, il faut être débile pour shorter les cryptos, en fait. Sinon, en arbitrage, c'est-à-dire vous en achetez un, enfin, vous en vendez un pour acheter l'autre. Mais mis à part ça, voilà. Et puis il faut faire donc dans des secteurs concurrentiels pour limiter le risque. Enfin, faire de l'arbitrage, c'est une autre paire de manches. Autre chose, enfin voilà, on n'est pas là pour faire de l'analyse de token. Donc, si vous avez rien, alors lequel tu regardes, toi? Celui-là? Je pars du principe que ça doit être ça. Alright. Alors, oui, ça sent bien la vague une étendue, en effet. Tu as bien un point bas majeur de range et ça vient tout de suite péter. Alors, elle serait plutôt sur l'UT daily, je pense. Rappelle-toi, la vague une étendue. Donc, comme toujours, vous avez ce putain de prési qui est pas là pour juste faire beau. Normalement, il est là pour servir à quelque chose. Donc, tendance, vague une étendue. Ok. Le reverse en V-bottom, la moyenne repasse sous le contexte et le prix revient au sommet précédent. Donc la moyenne, prix au sommet, voilà, ça me paraît plus compatible sur ce time frame là. Et du coup, on a un très très long pullback, genre plus que long, plus que long. Et je pense effectivement qu'on a encore
peu d'achats à avoir là-dedans avant que ça se termine réellement. Ça sent bien la vague étendue, ouais. Avec un pullback infiniment long, quoi. Mais c'est de dire, voilà, regarde depuis le temps qu'on est là. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on va être sous ce sommet. D'accord? Niveau de retracement. Putain. Bon, je vais y arriver. Je fais pas parfait, mais c'est pas grave. Niveau de retracement, 38%. D'accord? Donc 38% de retracement, c'est ce que fait un pullback, en 2 ans. Ça veut dire qu'on est monté plus vite que la longueur du pullback. Et pour autant, vous voyez que le pullback étant un range, sa durée peut être extrêmement élastique. Bon, là, on est sur des cas de figure où, pour ma part, la structure n'est pas respectée, bon, à cause du resserrement monétaire, etc. Mais bon, mis à part ça, il y a des gains à faire, pour ma part. Je pense encore sur le Japon. Alors maintenant, attention, le problème, c'est que si vous investissez là-bas, il faut prendre en compte le taux de change. Donc, tu es obligé de hedger le taux de change, à mon avis, si tu investis au Japon. Mais mis à part ça, d'accord, en termes de structure de prix, ça sent bien la vague une étendue. Mais en daily, ok, l'hebdo, ça me paraît un petit peu plus compliqué, quoi. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est le cas. Et dans ce cas-là, premier pullback, deuxième, etc. Voilà. Moi, j'aurais plus de facilité à le voir déjà sur le daily. Même si franchement, l'hebdo, c'est jouable aussi, quoi. L'hebdo, c'est jouable aussi. Ok, what else? Donc c'est plus qu'effectivement, moi je le placerais sur le daily, mais vu la longueur du pullback, peut-être que c'est juste de l'hebdo, quoi. Et effectivement, dans ce cas-là, on est en vague une étendue hebdomadaire. Il y a bien eu range ici, hein. D'accord? Donc on part d'un point bas majeur du range, on va tout de suite casser le plus haut, la moyenne se réinstalle dans les contextes. Ça peut coller aussi en vague une étendue hebdomadaire. Dans ce cas-là, premier pullback, deuxième, et on s'arrête. Bon, de toute façon, pour moi, constant avec le reste des analyses, c'est-à-dire tout le monde est bear pour des raisons compréhensibles, parce que je vous dis, la valeur réelle de l'économie se détériore, mais ce ne sera pas baissier sur les prix. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Putain, c'est quand même dingue. On n'est pas en système dépressif. On est un système stagflationniste, et en stagflation, les prix ne se comportent pas du tout comme en récession déflationniste. Et ça, les gens ne comprennent pas. Putain, c'est grave. Donc faites le pari de la déflation si vous voulez. Moi, je fais le pari de la stagflation parce qu'on y est pour l'instant et que pour l'instant, c'est plutôt moi qui ai raison. Next. Alors, Toncoin, non merci. On a déjà parlé dessus là. Mais il va falloir un truc où il y a un peu plus d'historique quand même. Pareil, d'accord, donc Big Range, de chez Big Range. Tiens, qu'est-ce qui donne Turbo? Oh là là. Il a rejeté les 45, dont je me rappelle à l'époque qui était un gros niveau. Donc si Turbo ça a relâché les 45, ça va à la cave ça. Ah, c'est mal barré. Très mal barré. What else? Alors, est-ce qu'on pourrait analyser autre chose que des putains de tokens, en fait? La plupart des tokens, ils ont soit pas d'historique, soit ils sont en range baissier. Il y en a très peu, en fait, des tokens qui sont de bonne qualité, ça on l'avait dit. Putain. Le bruit de fond vous gêne pas trop, là? Je sais pas si vous l'entendez, en fait. Il y a bruit de fond ou pas bruit de fond? Parce qu'il y a quand même pas mal de vent, je pourrais peut-être fermer les fenêtres, mais... Le but de faire une analyse de tendance, c'est pas de blablater du marché. Enfin, c'est qu'on trouve des tendances. Donc,
Faut pas que vous profitiez des... Là, on est dans les sessions d'exercice. Donc, c'est pas là que vous me sortez tous vos shitcoins pour qu'on fasse une analyse des shitcoins. Là, normalement, vous êtes supposé me proposer des graphiques où il y a des tendances. Euh, Désolé, ça fait un peu chier, je râle là, mais enfin, depuis tout à l'heure, vous me faites analyser vos shitcoins et ça me fait un peu chier en fait. On est supposé analyser des tendances dans un but d'exercice. Pas savoir si tel coin est bien ou pas bien. En 4 heures? Non, il n'y a rien du tout. Tu n'auras jamais une tendance dans un range, hein. Donc, pas possible. Oui, au mieux, tu as eu un flux ici, et les flux, ça va passer de haussier à baissier, et autant, voilà, hein, c'est la différence entre une tendance déplace la valeur, elle suit une séquence claire et connue, et maîtrisable, et tradable en gestion du risque. Parce que je m'envole, j'entends plus rien. Alors que le flux, c'est purement basé sur l'arbitrage de volatilité, ça déplace rien du tout, si ce n'est les prix, à l'intérieur du range, et généralement, ça se retourne aussi vite que c'est monté ou baissé. Donc, il n'y a pas vraiment... Enfin, la gestion du risque des flux est plus complexe à gérer que celle des tendances. Donc, autant commencer par maîtriser les tendances. Jubel Fluid. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je vais copier-coller parce que... Alors, au moins, il y a une tendance. On est bien. Donc, on commence en daily. Mais ça va être chiant à cadencer, on est d'accord. Donc, comme toujours, vu qu'on doit cadrer ce truc, les 5 dernières boîtes de contexte, ok, moyenne dans les contextes. Est-ce que du coup, on trade en troisième borne? Bon, bref, attends. Ça, on garde plutôt pour les ranges, hein, mais donc ici, de toute façon, au départ, on rentre dans range, d'accord, la moyenne dans les contextes. Est-ce que c'était précédé d'une tendance? Oui, donc troisième borne. Ok, tu as la réponse, hein. Donc ça, c'est clairement troisième borne. Est-ce qu'elle est en retard, pas en retard? Là, en l'occurrence, elle est clairement en retard, elle est là. Donc voilà, ok, 1, 2, 3, grosse 4, et puis voilà. À mon avis, on a même probablement écarté sur l'UT supérieur. Voilà. Et là, maintenant, tu as 1, 2, 3 à venir en hebdo. Mais c'est toujours pas une structure de tendance. Donc, si on fait la lecture de la tendance, d'accord? Donc là, on a fait les troisièmes bornes pour savoir où on en est, etc., des structures de range. Mais si on cherche la tendance primaire, d'accord? Donc, comme d'hab, la tendance primaire, il faut chercher le time frame le plus large où il y a de la tendance. Et ce sera clairement le monthly. Donc, en mensuel, on a bien la moyenne, sous les contextes, les deux qui montent, etc. Par contre, comment qu'elle monte la moyenne et comment qu'ils montent les contextes? J'enlève le prix, hein. Donc, les 5 dernières boîtes de contexte sont toutes disjointes. Qu'est-ce que tu as? Bah, disons que si c'est une tendance, je trouve ça balèze, quoi. Enfin, là, sur les 5 dernières boîtes de contexte, il n'y en a que 2 qui n'ont pas été disjointes. Si c'est une tendance, elle est balèze. Sinon, ça sent quand même un peu l'excès. Pas forcément la bulle, juste dire excès, d'accord? C'est-à-dire, dans le cadre de nos analyses, un excès, c'est juste de dire, bah, vous pouvez difficilement ouvrir le canal de tendance ici parce que bah, ça sent quand même l'excès, quoi. Donc, on fait attention. Voilà, c'est de dire attention, il y a peut-être d'autres facteurs à l'œuvre ici que juste les tendances techniques. Donc, bon, voilà. Moi, à mon avis, ici, il faut quand même être prudent parce que ça m'a l'air très excessif. Est-ce que je vois bien les prix qui traitent le range, etc. Oui, maintenant, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps. Donc, il y a bien ici tous les signaux du breakout, la cassure de cycle, etc. Vous avez tout. La moyenne s'installe sous les contextes. Mais vous voyez que c'est bien punchy, quoi. Ah, ça tire fort, fort, fort. Donc ici, avant de dire c'est une bulle, c'est un marché, c'est juste déjà de prendre acte de ça. De dire, bah déjà, c'est
c'est vénère, quoi. Ça tire fort, fort. Ok? Donc, bah, essayez de trouver une logique à ça. Par exemple, bah là, quand on est en mensuel, il y a plusieurs choses qui peuvent causer les marchés à devenir excessifs. Soit effectivement la spéculation. Donc dans ce cas-là, bah, vous allez voir au fur et à mesure que les prix montent en parabole, les volumes descendent et le momentum n'arrive jamais à passer négatif. Ce qu'on voit, c'est déjà pas le cas ici. Donc moi, j'enlèverai l'idée de la bulle. Après, bah, qu'est-ce qui peut créer des marchés excessifs? Normalement, vous le savez, le multi-time frame, ça créera toujours des marchés excessifs, mais plutôt sur la phase finale. Donc là, moi, je vois que c'est excessif direct après le breakout. Donc, je sais pas trop, mais je ne miserai pas multi-time frame non plus. Multi-time frame, rappelez-vous, c'est vraiment la croissance parabolique. C'est extrêmement excessif sur la fin, mais il y a une structure au début qui paraît même relativement lente. Là, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que ça accélère très très fort. Donc, qu'est-ce que ça nous laisse? Soit c'est un pur excès de marché, hein, on va pas se mentir. Soit effectivement, ça peut être des tendances sur les UT supérieures, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Soit, bah, c'est qu'il y a des bons résultats. C'est-à-dire que il y a des aspects fondamentaux. Soit la demande, elle est purement spéculative, comme on a dit, soit il y a de bonnes raisons que ce soit bien demandé parce que personne ne vend. Donc, moi, je dirais plutôt que sur ce truc-là, bah, l'excès de marché, il faut le justifier, mais probablement par des résultats. Je vois pas de séquence bullesque, je vois pas de range. Tu vois, c'est-à-dire que si là, j'avais eu un range hyper long comme ça, là, vous le savez que dans ce cas-là, c'est clairement qu'on a probablement une breakout trimestrielle. Là, j'ai envie de dire, l'historique est pas ouf non plus, ça sent juste le breakout mensuel bien punchy, quoi. Donc, quand vous êtes dans un truc comme ça, bah, il n'y a pas de raison de flipper. On applique ces structures de tendance. Ça sent bien le suivi de tendance par là et là. Donc, bah, tranquillou, quoi. Voilà. Vous savez que là, normalement, il serait bien de voir le truc diverger, par exemple. En tout cas, il faut comprendre que le prochain sommet, il y a quand même pas mal de chances que le momentum diverge. Comme on a fait un nouveau plus bas sur le momentum, ça sent bien la div, quoi. D'accord? Moi, ça me paraîtrait pas mal de dire prochain sommet, on sécurise un peu et on attend le pullback. Et après, l'excès final, et puis voilà. Moi, je ferais plus un truc comme ça. Donc ça me paraît un très bon actif. Je pense qu'il est en train de faire son deuxième suivi de tendance. Et à mon avis, il y a encore pas mal de rendement à tirer là-dessus. Voilà mon avis. OK? Il n'y a pas encore de signaux évidents de pullback. Ça sent plus le deuxième suivi de tendance. Des signaux de tendance sur les canaux de tendance. C'est le grand classico, hein. Voilà. Ça me paraît assez logique. Moi, je pense que ici, ce qu'on a eu, c'est une... Alors, on va regarder pour le suivi de tendance. Je pense que voilà. Donc, troisième borne en retard ici. Donc, on ne paie pas la moyenne, hein, je vous rappelle. Et après, on attend gentiment la fin de la quatrième borne. Tac. Ça, c'est où? Ah ben voilà, c'est là. Tac. Hein, ça, c'est le classico perfecto. Celui-là aurait peut-être pu se payer comme signal. Donc, soit là, vous pouvez vous poser tranquille. Hein, on achète la quatrième borne, tranquillou. Ou t'attends la cassure de la troisième. Voilà. Là, voilà, tu peux faire ça. Acheter la quatrième, c'est un peu plus agressif, mais pourquoi pas. Voilà. Sinon, oui, tranquillou, vous attendez la cassure de la troisième. Voilà. Moi, je sais plus ce que je vous ai mis dans le prési. Qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, moyenne, cassure ou repli. Donc, effectivement, bon voilà. Acheter la quatrième borne, c'est vraiment de niveau expérimenté. Non, mais quand on est expérimenté, on apprend les quatrièmes bornes, c'est banco. Mais voilà, par contre, c'est de niveau expérimenté. Donc, je ne l'ai pas mis dans le prési. Donc voilà, c'est pas grave. Vous achetez pas la quatrième borne, ok, mais vous attendez sagement la cassure de la troisième. Voilà. Donc là, vous êtes en range, tranquille ou pépère. On attend et on paiera la cassure de la troisième. Bah si, c'est facile de mettre un stop loss. Allez, prési. Donc, si tu fais dans ce cas-là en cassure de la 3BR, stop sous le point bas du range, sous le contexte, ou sous le contexte UT plus 1. D'accord? Donc là, bah, c'est pas compliqué. Je vais me remettre comme ça. Ok? Donc là, tu as deux options. En cassure de la troisième borne, donc admettons là, on vient casser la troisième borne, on renverse le contexte. Bon voilà, tu penses, ce stop loss va être à peu près par là, quoi. Ok? Donc là, oui, c'est clair que c'est un stop loss un peu cher, hein.
c'est un stop loss un peu cher. Parce qu'effectivement, le move troisième, quatrième borne a été vénère, quoi. Mais c'est pas grave, pense à la préservation de ton capital. Ça veut dire tu rentres là, d'accord, avec un stop là. Tu vises, bah, comme on l'a dit, là ici, je pense que tu n'auras pas mieux qu'un ratio 1 pour 1, quoi. Enfin, il faut vraiment le sécuriser par là, lui. Mais ça reste un bon trade, hein. En suivi de tendance, pour moi, il n'y a pas trop de sous-sailles, quoi. Bon, pour moi, le meilleur trade, hein, ça reste quand même effectivement d'essayer de choper ici sur la quatrième borne, pour ceux qui savent faire. Tu chopes sur la quatrième borne, et là, tu auras de très beaux risk-reward. Mais plutôt de l'ordre expérimenté. C'est-à-dire là, on est entre 1 pour 5, 1 pour 10. D'accord? Mais ce sera à peu près minimum 1 pour 5. Celui qui a acheté la quatrième borne ici, là, il va largement récupérer 5 fois son bénéfice, sans risque. Mais voilà, ça nécessite de faire des quatrièmes bornes. Donc ça, on reste tranquille, ok? La quatrième borne, c'est ce qui est la plus chiante à faire. Enfin, c'est pas plus chiant, mais dans un contexte de suivi de tendance, c'est probablement les quatrièmes bornes les plus intéressantes. Mais, enfin, les moins risquées, on va dire. Mais voilà, je préfère garder ça pour plus tard, ok? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous sachiez séquencer les tendances correctement. Normalement, avec ces trois patterns, hein, le repli sur la moyenne ou ça fait une troisième borne, dans ce cas-là, j'attends qu'elle soit cassée, c'est beaucoup, beaucoup moins risqué que de chercher à acheter une quatrième borne. Ça rémunère beaucoup moins aussi, hein. Voilà. Euh, c'est prendre des risques. Pour ma part, c'est toujours pareil. Si vous cherchez à maximiser vos rendements, vous allez prendre des risques. Avant de commencer à custom la stratégie, c'est-à-dire à croiser différentes patterns et faire des trucs, ça me paraît plus essentiel de d'abord structurer correctement. Si vous ne pouvez pas trouver de risk-reward intéressant, etc., au pire, allez ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'essayer de créer des mix de stratégies. C'est pas que je suis contre votre créativité, hein, mais si tu fais ce genre de truc, à rigole, tu me prends clairement pas de 2% de risque, hein, ok? Enfin, si tu as ce réflexe-là, ça veut dire que je t'ai bien appris, d'accord? C'est-à-dire que tu es conscient que tu commences à prendre beaucoup plus de risques, donc tu mets moins de capital. Moi, si tu raisonnes comme ça, c'est que tu as tout compris. Tu vois? C'est pas, la gestion du risque, c'est pas des bornes toutes nettes, d'accord? C'est pas du 0 et du 1 comme les débiles font sur Internet. Donc, à partir du moment où tu as conscience de ce que tu fais, tu prends plus de risques, donc tu réduis le capital exposé. Parfait, ça veut dire que j'ai fait mon travail et que tu comprends la gestion du risque. BR10Y. Alors, bah non. Non, non, ça peut pas être une tendance non plus. Ah. Oula, ça sent mauvais non plus pour la tendance là, hein. Je suis désolé, ça pue les flux, ça c'est toujours pareil, ça passe de haussier à baissier. Ah non, mais c'est pas une tendance. Mais putain, c'est pas possible. Il y a un souci là, ça va pas du tout. Tu peux pas avoir de tendance daily, d'accord? Ce n'est pas ça, c'est pas de la tendance. C'est juste pas possible. La tendance primaire, d'accord, elle doit être en price discovery. À la hausse comme à la baisse. Là, c'est pas possible. Tu retraces des niveaux précédemment traités, donc il n'y a pas de tendance. Point barre. Impossible. D'accord? Daily, tu peux vouloir voir une tendance ou tout ce que tu veux, mais en hebdo, tu vois bien que ça, c'est pas une tendance. Tu fais que passer d'haussier à baissier, donc c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Tu me parles de tendance haussière daily alors qu'il y a eu un truc qui ressemble à une tendance baissière en hebdo. Ça colle pas. D'accord? Ça colle juste pas. C'est toujours le signe qu'il y a des ranges sur les UT supérieures et là, ça rate pas. Bim. Mensuel, gros range. Ah, mais j'en ai rien à foutre que tu traites le daily. Tu peux pas appliquer les tendances primaires dans un marché où il n'y a pas de tendance. Tu veux trader en daily, tu traites des flux. D'accord? Et dans ce cas-là, tu as identifié les bornes de ton range. Donc déjà, tu commences par mettre tes fibos. Si tu te rappelles, les flux, ça se fait dans un ordre précis. Non, non, mais alors, il faut qu'on différencie. Quand on parle, nous, de tendance ici, c'est trading des tendances. Donc, tendance primaire ou séquence alternative, etc. Si on parle de flux, tu parles de flux dès le début. Tu me dis, dans ce cas-là, je trade les flux en daily. Et là, je te dis, OK, hein, voilà. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur la terminologie.
Si tu appliques la tendance, donc la maturité de la tendance, breakout, pullback, machin, bidule, t'es mort. Parce que dans un flux, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de structure dans un flux, c'est que de l'arbitrage de volatilité. D'accord? Mais avant de trader un flux, il faut identifier les zones de gestion à faible risque du range. D'accord? Les flux se produisent toujours dans un range. Donc, identifie le range le plus large, mets tes fibos, et là, tu peux trader le flux. Ça marche? Donc, la première des choses, c'est pas de commencer par trader le flux, mais de trouver les bornes, c'est-à-dire les zones sur lesquelles, ici, c'est mort. Si tu achètes quoi que ce soit, tu vas te faire péter les dents. Voilà. Et après, tu vas chercher les flux. Mais il faut trouver le time frame de référence, donc là, en l'occurrence, le mensuel, et aller 2 time frames au-dessus, parce que c'est là où tu vas pouvoir trouver les flux. On est d'accord? Jusque-là, ça va? OK. Après, une fois que tu as identifié la structure du flux, c'est-à-dire que tu dois voir des moyennes sous les contextes ou au moins dedans. Donc là, il y a bien un flux haussier en cours, mais autant te dire qu'il est bien mature. C'est là où tu vas donc, à partir du moment où tu as eu les deux dans le même sens, donc contexte et moyenne acheteur, rechercher toutes les troisièmes bornes. Donc ça commence à partir de là. C'est là qu'il y a la mise en place du flux. OK? Et allons-y. Donc, première, troisième borne, il y en a une par là, une ici. Donc, il y en a déjà deux. Donc, tu traces la ligne, tu sais que la troisième elle va probablement être alignée et que ce sera la fin du flux. Point. Donc, tu es déjà à la fin. Si tu veux suivre ça, tu es mal. Eh ben, ouais, mais je te recommande pas de le faire. Moi, je pense que c'est finito là. Terminé. Il n'y a plus de flux. Ah, mais dans un flux, on n'en a rien à foutre de l'info. Dans un flux, c'est juste qu'il faut comprendre que la seule séquence que tu as dans un flux, c'est qu'on pousse toujours 3 fois. Et après, on revient chercher les bornes de volatilité à chaque fois. Donc, toi, tu achètes sur les bornes de volatilité. Et une fois que tu as fait 3 flux, tu vas généralement venir chercher la borne de volatilité de l'UT supérieur. OK? C'est-à-dire là, et bon, bah, si je passe en volat, pour faire simple, tu en avais un ici, mais elle n'a pas été touchée, la borne de volat. Donc, tu vois, c'est là où tu aurais acheté normalement la borne de volat. Après la troisième borne, normalement, tu payes toujours la borne de volat. Donc là, bon, bah, ça n'a pas été le cas. Là, on avait dit elle était où? Bon, là, pareil, ça a été un peu rapide, mais on est passé pas loin. Hein, donc, tu avais vraiment les suivis du flux. Là, c'est de dire attention, la troisième fois ici, ça va peut-être marcher, mais par contre, on n'ira pas faire de nouveau plus haut. Et après, normalement, on va venir chercher celle-là de borne, de volat. Ou inverser le flux, c'est-à-dire, voilà. Le flux, une fois qu'il est terminé, c'est-à-dire qu'il a poussé dans le sens 2 ou 3 fois, c'est 3 fois en général, ça s'arrête. Et en général, soit le flux va se poursuivre sur les UT supérieures, c'est-à-dire va venir chercher la Bollinger supérieure, il faudra aller chercher le flux sur l'UT sup, soit tout simplement ça s'arrête et on repart dans l'autre sens comme des débiles. Donc là, le mec qui achète en là, il risque de se manger le même flux dans l'autre sens à la baisse. Et ça passe de haussier à baissier les flux sans aucun problème, hein. Il n'y a pas besoin de ranger au milieu. Moi, je te dis là sans hésiter que ça, je shorterai la prochaine troisième borne et c'est tout ce que j'y vois à faire. Et alors que toi, tu veux te mettre acheteur. Et je pense que j'aurai plus de chances de réussir que toi dans des contextes similaires. Ah oui, oui, le flux, il est en daily. Donc, ah, bonds, ok. Donc, si tu es baissier sur le yield, tu es haussier sur les bonds. On est d'accord. All right. Mais ah, voilà, mais il faut préciser, sinon tu me fais peur là. C'est pas grave. Voilà, je préfère juste m'assurer. C'est beaucoup plus facile dans le marché de faire des bêtises que l'inverse. Mais c'est aussi des bêtises qu'on apprend. Donc voilà. Faut pas avoir peur d'en faire non plus. Next. Alors, les flux n'ont pas besoin d'aller chercher les bornes du range, hein. C'est juste que si tu arrives sur les bornes du range, tu peux pas suivre le flux. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Ok, dans les bornes, acheteuses et vendeuses, tu peux jamais faire l'opposé. Si tu es dans la borne acheteuse du range et que tu mets un ordre de vente dans un flux baissier, t'es mort. Enfin, pas t'es mort, mais c'est là où clairement, des fois, tu vas te faire surprendre et ça peut faire très mal. C'est plutôt dans ce sens-là.
Oui, on peut revenir sur mes zones, bien sûr. Ah si, si, il y avait clairement. Mais là maintenant, c'est tout dépend du CPI aujourd'hui. Si le CPI est pas bon, on va effacer tout ce qu'on a monté les semaines dernières. Euh, et c'est pas grave. Mais on reviendra chercher les mêmes zones où je ferai la même chose, c'est-à-dire de nouveau des achats, etc., etc. Moi, le problème, c'est que je suis en futur, donc je peux pas faire de TP partiel. Voilà. Donc moi, écoute, je laisse ouvert et au pire, je vais me faire effacer tous mes gains et je recommencerai. Donc après, si on parle de ma gestion spécifique, il y a des contraintes, comme je te dis, c'est que je peux pas scinder les lots, quoi. Bon, je vais rester sur le futur classique pour te montrer, hein, voilà. Moi, c'était tout con, hein, c'est range mature, repli neuneux, donc je sais que dès qu'on était là-dedans, je payais. Voilà. L'autre jour, je vous ai dit en direct, je sais que j'ai une belle réaction, donc le lendemain, je vais acheter, je vais tenir. Bah, c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai acheté et je tiens toujours. Là, la question maintenant, c'est bah, est-ce que le CPI va me ramener ici et on va recommencer, hop, et je recharge et je recommence, hein, voilà. Ou alors, justement, bah, on va continuer et puis on va aller chercher bah, la médiane de mon range, là où il y a la moyenne, Fibo 50. Et là, je vais faire un TP1. Bon, comme je t'ai dit, je ne peux pas faire TP1, donc moi, ça va être TP 100%. Je vais laisser travailler et je rechargerai sur repli. OK? Bah, j'ai pas le choix, hein, vu que je ne peux pas faire TP1. Non, 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 non. Le repli, ça va être de dire, selon la gestion du risque que j'ai à faire, je vais vendre mon lot ici et le racheter 2, 3, 4 jours plus tard, quoi. En essayant juste de racheter moins cher. C'est comme ça que je vais gérer le risque, quoi. En prenant le risque de, si ça trace tout droit, bah tant pis pour ma gueule, hein. Mais non, pas à 200 balles du point. Bref, qu'est-ce que vous me racontez? Bon, là déjà on est en volatilité, donc vous vous racontez pas ce qu'il faut. Voilà, donc on revient. D'accord? Merde. En daily. Ok? Donc en daily, le range est mature, donc neuneu. Ça va, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, hein. En hebdo, on a fait contexte à contexte. Donc la question, c'est est-ce qu'on est en train de faire ici, au niveau du canal de tendance, je vous rappelle qu'il faut quand même le toucher. Donc là, on ne l'a pas touché. Donc il faut aller le chercher, voir le retourner. Si là, on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Troisième borne en retard. Là, ce sera la fin du monde. C'est de dire, effectivement, tout le monde sera en retard, on va passer vendeur, et moi aussi. D'accord? Mais en attendant, tant qu'on casse pas ça, d'accord? Même si on se replie encore, ce ne sera pas du tout la fin du monde, puisque pour ma part, je pense qu'on cassera ça sans aucun problème. Ok? Le but, c'est d'arriver à pas trouver de vendeur ici. C'est-à-dire que c'est là la zone critique où si on va la chercher et qu'ensuite on casse le bottom, ça sent mauvais. Ok? En hebdo, vous voyez bien, on a fait contexte à contexte. Mais si ça, c'est bien une vague étendue, ben on va faire un ATH derrière, les gars. Vague 1 étendue, c'est de la tendance, hein. On va chercher les résistances plus que les supports. Donc c'est juste que derrière, c'est pas tout de moon. Il y aura un gros overlap, etc. Mais là, pour moi, c'est direction ATH après. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de résistance sur le chemin. S'il y a des résistances, ben, risque de faire une troisième borne en retard. Et si on revient casser ce point bas, ben, pour ma part, c'est là que la merde va se produire. Et qu'effectivement, c'est là qu'on ira faire du 3000 points sur le S&P. Mais en attendant, les mecs qui pensent connaître l'avenir, ben moi, ils me font peur. Parce que des gars qui connaissent l'avenir, j'en ai vu beaucoup ouvrir leur gueule en 10 ans de métier, et ils se sont pratiquement toujours plantés. Donc moi, je suis pas boule, 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 to the moon. C'est juste de dire, je pense qu'il y a plus de chances de faire un ATH que de s'effondrer. Mais pour l'instant, je sais pas, donc j'ai une approche plutôt range, j'achète bas, et je sécurise mon risque. Voilà. Mais là, je suis prêt à prendre le risque. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un petit catalyseur. Pour moi, le CPI, je pense que soit effectivement il va me pousser un peu les prix, soit il va rejeter mes gains et je prendrai peut-être un TP et je recommencerai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plein d'options, mais ce que je te dis là, c'est plus une contrainte de l'eau.
Je peux pas scinder le lot, donc je peux pas. Voilà. Si je pouvais, si j'étais en CFD, tu peux toujours scinder, il n'y a pas de souci. Tu vois, d'ailleurs, j'aurais plein d'options, je n'y avais même pas pensé, mais je peux toujours au pire aller shorter l'équivalent du montant nominal d'un demi-lot futur. Et dans ce cas-là, je couvre ma position à la vente avant le. Tu vois, c'est pareil, je pourrais faire ça. Mais pour moi, on n'est pas sur mes zones de gestion. C'est de dire, mon trade, sa zone de gestion, elle est un peu plus haute. Mais non, mais putain, c'est peut-être qu'on le fera. Tu ne sais pas. D'accord? Pour l'instant, en hebdo, tu es en tendance haussière. Et ceux qui traitent ça autrement, ils me font très peur. Voilà. Ils me font très très peur. Parce que pour l'instant, c'est une putain de vague étendue. Et la vague étendue, on est très loin de la maturité finale. Point. Donc, bah, vous faites comme vous le sentez. Moi, je suis désolé, je reste boule là-dedans. Et au pire, je t'ai dit, si c'est une troisième borne en retard, je déclencherai mes invalidations en cassure du point bas. Et là, je passerai vert. C'est-à-dire que je ne rachèterai pas avant une belle chute de prix. Pour l'instant, je n'y crois pas une seconde. Ces délires de déflation et tout ça, vous faites comme vous voulez. Chacun son choix. Moi, mon choix, il est fait. J'ai un portefeuille acheteur et au pire, j'invaliderai. Ok, mais ça, c'est pas un trade de tendance. Moi, c'est juste de dire, il y avait un bel achat de quatrième borne ici, dans le suivi de la vague une étendue, donc l'achat d'un pullback, etc. Vous connaissez le truc, on doit travailler comme un pullback classique, à proximité des niveaux FIBO. Donc FIBO 38 ici, il fallait chercher à payer, 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 payer. Ok. Maintenant qu'on a fait la quatrième borne, le repli neuneux, c'est une très bonne opportunité de se mettre à l'achat dedans, hein. Voilà. Moi, CQFD, j'ai chargé le portefeuille à l'achat ici. Là, je reprends des lots futurs. En plus de l'exposition haussière du portefeuille. Parce que, bah voilà, je pense que les gens se trompent avec leur délire de fin du monde. Et que si c'est moi qui ai raison, et ben on va racler leur compte doucement. J'ai pas dit qu'on allait tout de moon, mais doucement mais sûrement, on va monter. Ah non, mais non. C'est pas un... Non, non. Luna, déjà d'une, on n'en parlera pas ici. C'est un Ponzi. Il n'y a pas de liquidité. Je suis désolé. Luna, vous ne pouvez pas appliquer ma stratégie dessus. C'est pas un actif financier, c'est de la merde. D'accord? Il n'y a pas de liquidité. Donc, c'est la base de la stratégie. On analyse des marchés liquides. Un truc qui a perdu 99,9% de sa valeur, ça n'a donc plus de valeur. Ça ne vaut plus rien. Voilà. N'appliquez pas ma stratégie sur Luna. Point. Ou faites-le, mais je m'en fous. Ce que vous faites, c'est pas du trading. C'est wishful thinking au mieux. Voilà. Alors, attends. Recherche d'un range neutre en recherche de 3 BR daily. Ah non, t'es complet à côté de la plaque. En daily, la troisième borne, elle est déjà faite. Elle est là et terminée. Donc là, on en est à 5 et quelques de bornes. Donc c'est fini. Là, le seul truc que tu peux faire en daily, c'est du neuneu, hein. C'est-à-dire, en attendant de savoir à quelle sauce on va être bouffé en hebdo, peut-être une troisième borne en retard, on est toujours sur un range de nature daily, d'accord? Et en daily, le range est mature, donc il n'y a plus que le neuneu à faire. Pour moi, la gestion à faible risque, c'est les zones ici, hein. C'est ce que je vous ai mis dans les briefs, quoi. Donc pour moi, on va frapper ces deux bornes. Point. Je ne sais pas quel bordel la Fed va essayer de foutre au milieu. Est-ce qu'elle va nous retirer une fois de plus sur le support? Tout à fait jouable, ou pas, hein. Moi, je reste acheteur. Et comme je vous dis, bah, on verra. Là où je pense qu'il y a des risques, c'est vraiment Apple. Voilà. Pour ma part, là, Apple, à tout moment, ça peut s'éclater la gueule, hein. Ils font que sortir du gros mitonnage habituel, genre oh, les ventes de l'iPhone 14 sont pas mauvaises, etc., etc. Ça va être compliqué à défendre, surtout la déflation des produits électroniques. Et quand l'inflation va arriver dans ce secteur-là, ça va faire mal, hein. Parce que bah, elle va manger toutes les marges d'Apple. Et puis je vous parle pas des plaintes de Tencent, etc. Donc bref, l'App Store est mal barré. La vente d'iPhone, ça marche plus. Je veux dire, la fille de Steve Jobs elle-même se fout de la gueule des nouveaux iPhones. C'est quand même assez magique. Et puis donc, bah, pure analyse de tendance, hein.
Ok? Ah, moi, je vais lui remettre une quenelle à Apple, hein. Tous les rebonds, je vais les shorter, hein. Maintenant que je sais qu'on a aligné 3 troisième bornes, pour moi, ils sont morts, hein. Tant qu'on repasse pas au-dessus de 180, c'est game over pour cette boîte. Et bah voilà, analyse de la tendance. On cherche la tendance primaire. Oh putain, même en hebdo, ça marche pas. Voilà, mensuel, distance à la moyenne, to the moon, nombre de boîtes de contexte disjointes, to the moon. Il n'y a qu'une seule explication, c'est une bulle spéculative. Point barre. D'accord? Au fur et à mesure que ça monte, le volume disparaît. Ça, c'est simple. Le jour où le volume revient, c'est à la cave. Donc, vous savez que le plus gros risque aujourd'hui dans les indices, c'est Apple. Apple, ça pèse plus de 5% à lui tout seul dans le S&P 500. Donc, c'est plus de dire attention aux chutes vertigineuses d'Apple qui peuvent faire mal au S&P 500. Mais, oubliez pas que dans S&P 500, il y a 495 valeurs qui se sont fait déchirer complet. Et elles peuvent sans problème absorber les baisses d'Apple. Sans problème. OK? Et ça, globalement, ça va donner un S&P 500 qui donne le tournis aux gens. Mais par contre, à mon avis, une dynamique globale qui produit quand même des bénéfices pour les investisseurs. Voilà. Next. Ah, donc ça, c'est pas une tendance, hein, on est d'accord à effacer les prix. Si ça, pour vous, c'est une tendance, il va falloir revoir beaucoup de choses. D'accord? Donc ça peut être qu'une bulle spéculative, ou en tout cas, c'est un marché excessif. Et là, je vous le dis, la caractérisation est très facile à faire. C'est clairement la bulle spéculative. Le DAX, intéressant. Alors, le DAX en daily. Tiens, on va faire les analyses sans les bougies, c'est pas mal, c'est bien. Ok, donc, 5 dernières boîtes de contexte. Ça vous permet d'éviter de faire des conneries. À la base, c'était pour ça que j'avais fait ce truc-là. Qu'est-ce qu'on fait? 5 dernières boîtes de contexte. Cinq dernières boîtes de contexte. Début de tendance baissière. Non, tendance baissière, c'est une moyenne qui baisse, hein. Donc là, ta moyenne, elle est plate. Tes contextes sont plats. Donc, au mieux, range vendeur. D'accord? Au mieux, range vendeur. Hein. Bon, surtout, voilà. À mon avis, c'est là que ça se passe. Donc ici, c'est clairement du range acheteur. D'accord? Il n'y a pas de souci. La moyenne est toujours à l'achat. Et on manque un peu d'historique là. Il faut que je te trouve un DAX avec un peu plus d'historique. Donc, tu ne traites pas le daily. D'accord? Pour ma part, ça paraît compliqué. C'est plutôt l'hebdo hein, sur le DAX. Et il me manque de l'historique. Est-ce que tu as un ticker qui a un peu plus de DAX? Et puis voilà. Voilà. OK. Donc, là, on est bien d'accord. On a des belles tendances. On a eu, pardon, des belles tendances. Et le mensuel, voilà. Donc, le DAX, mensuel, range ou tendance? On cherche la tendance primaire, hein, d'accord? Donc, tendance primaire mensuelle. OK. Elle a commencé quand, cette tendance? Il est où le dernier? Est-ce que vous pouvez identifier les maturités? Ah, c'est chiant, hein? Moi, franchement, le DAX, je ne sais pas trop quoi faire, hein. Il y a beaucoup de soucis. Il y a que bah là, ça démarre un peu vite. Il n'y a pas de range pour dire ça a été une tendance, hein. Donc, ça a été vraiment bon, voilà. Je ne sais pas vraiment quoi tirer de ce truc-là. Moi, honnêtement, je vous dis, je suis un peu perdu sur Papadax. Je ne sais pas du tout comment l'analyser. Euh,
Dans tous les cas, c'est haussier, hein. Vous voyez qu'on trade toujours au-dessus des moyennes. Donc, comme je vous dis, enfin, vous pouvez être bear sur le DAX. Mais moi, je sais pas. Je sais vraiment pas comment trader ce truc. Ça a une espèce de gueule de range acheteur, mais un peu tendanciel. C'est vraiment une horreur, le DAX, à analyser. Moi, perso, je dis, j'ai pas la réponse non plus, hein. Je sais vraiment pas analyser ce truc-là. Sur le time frame mensuel, je sais pas faire. C'est de dire, ici, ça a des composantes tendancielles, mais c'est pas de la tendance. Je peux pas séquencer le truc. Je vois bien qu'ici, il y a eu une phase de range, et là, ça pourrait dire haussier, parce que je vois les cassures. Mais je valide, je confirme ici, et je me mange tout de suite le pullback. Et encore pas sûr que ce soit un pullback, parce qu'on n'a pas tenu les clôtures sous les 50% de contexte. Donc voilà, pour moi, c'est très compliqué à analyser ce putain de DAX. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais toutes les structures de tendance sont très borderline. Donc soit la tendance est très faible, soit justement, il n'y a pas vraiment de tendance. Je ne sais pas. Franchement, moi, le DAX mensuel, je ne sais pas l'analyser. Ça colle pas. Donc ici, je ne vais pas essayer de faire rentrer le truc dans mes petites boîtes. Ah, mais si tu veux l'analyser purement en daily, d'accord. Dès qu'il y a du range, le seul truc, c'est il faut s'assurer de savoir s'il n'y a pas de range sur l'UT supérieur. Ok, ben dans ce cas-là, tu regardes l'hebdo. Et voilà, malheureusement, tu as un range en hebdomadaire ici, hein, on est d'accord, ta moyenne est à l'intérieur des contextes. Donc tu peux pas trader le range daily sur le DAX. Pour moi, d'ailleurs, je vous l'ai dit la dernière fois, je sais plus, on en a fait une analyse, je m'en souviens. Le DAX doit pas du tout être tradé comme le S&P 500. Mais vraiment, vraiment pas, hein. Il y a beaucoup de similarités. Mais l'euro-dollar. Si l'euro-dollar il remonte à 1,40, les indices européens, ils vont pas bouger, hein. Et j'ai pas dit qu'ils seraient baissiers, mais ils bougeront pas, ou ils feront pratiquement pas d'ATH, alors que les États-Unis, oui. Eux, ils vont pomper sur la dévalorisation du dollar. Donc moi, je ne sais pas comment te dire. Tout ce que je peux te dire ici, c'est que effectivement, ça a franchement la gueule d'une vague 5 d'une vague 1 étendue en daily. Voilà. C'est de dire, là, clairement, ici, voilà. Et encore, on a eu des replis significatifs, ce qui est normalement pas le cas, hein. Et là, on était sur des clôtures. Donc, tu vois, moi, j'ai du mal, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal ici, sur ces vagues 1 étendues en Europe. Je ne sais pas cadrer l'Europe. C'est pour ça que j'ai dit, franchement, moi, le DAX, je vais le shorter, hein, quand on sera là. Alors, pour hedger des achats, hein, mais c'est clair que moi, je vais shorter l'Europe, hein. Et par contre, bah, évidemment, si tout s'écroule, fin du monde, tout ce que tu veux, ah bah là, j'hésite pas à acheter sans problème. Et je pense qu'il vaudra mieux acheter de l'Europe plus que des États-Unis d'ailleurs. Mais je sais pas. Voilà, c'est plus de dire, moi, j'achète pas en Europe en ce moment. En tout cas, surtout pas en Allemagne. Il y a d'autres zones économiques qui m'intéressent, mais pas l'Allemagne. Non, j'ai pas dit l'Europe, j'ai dit l'Allemagne. Là, on regarde le DAX. Sinon, bah, tu vois, par exemple, on va faire le Stoxx. Voilà. Je sais pas s'il y a un bon ticker Stoxx avec de l'historique. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'avoir plus d'historique sur l'Eurostox, mais oui, SX5E, voilà, il y a plus d'historique, je m'en souviens. Voilà, très bien. Donc tu vois, moi, ça, par contre, j'ai aucun souci à te dire. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Ça, quand on va en sortir, je vous ai toujours dit que l'Europe, faut faire attention, hein, tout le monde vend ça, c'est la fin du monde, les États-Unis sont géniaux. Moi, je te dis, quand on sort de ça, ça, c'est pas un range mensuel, hein, c'est carrément un range trimestriel. Je te parie ce que tu veux qu'on va en sortir, et quand on en sortira probablement par le haut, tu vas voir l'Europe. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, je ne vendrai pas trop de valeurs européennes, mais par contre, les valeurs allemandes, je ne suis pas chaud à court terme. Mais par contre, les valeurs européennes, donc celles qui composent l'Eurostoxx 50, pour moi, ça fait 20 ans qu'elles ne foutent plus rien.
C'est le principe d'un indice, hein, d'accord? À l'intérieur d'un indice, les ranges, c'est souvent des rotations. Ça veut dire que dans l'Eurostoxx 50, on en sort un, on en fait rentrer un autre. Comme on fait sortir les non performants, faire rentrer les performants, quand on va trouver le quarté plus, enfin quand on va trouver le quintet en Europe, c'est-à-dire les bonnes boîtes qui vont trouver la capacité de breaker ce range, je peux te garantir que je vais les charger dans les portefeuilles, ceux-là. Pour l'instant, non. Mais voilà, le range est méga mature, l'accumulation est clairement en cours. Quand ça va péter, l'Europe, elle va faire du bruit, hein. Et ce sera pas, il n'y aura pas 3000 boîtes, hein. Mais les 50 boîtes qui composeront ce truc-là, je peux te dire qu'il faudra être dessus, hein. Quand on va sortir de ça, ça va produire un truc comme ça, hein. Ça va être, voilà, on peut viser sans problème ici un 8-9 000, hein. Sans problème. Ça veut dire x2 sur l'indice. Et on parle de grosses boîtes, hein, des 50 plus grosses boîtes d'Europe. Donc, attention, faire x2, c'est pas non plus... voilà, hein, mais c'est beaucoup moins risqué que d'acheter un shitcoin. Voilà. Exactement. Ça fait partie de mes scénarios. Enfin, qui donnent une forme de logique à cette gestion. Évidemment, en Europe, les PE sont massacrés. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à performer, que les États-Unis impriment... enfin, que les États-Unis bénéficient de leurs dettes à bas coût, etc. T'inquiète, le jour où ils vont commencer à perdre aux États-Unis, ils vont vite voir qu'en fait l'Europe c'est pas mal pour essayer de grappiller de la thune. Ah, c'est des ratios de valorisation. Bon, c'est pas grave. Il est 13 heures. Soit on en fait un petit dernier quand même. CK. Ouais, Xiaomi, on l'a déjà fait, c'est du range, c'est pas de la tendance. CK. Je pense celui-là. Ouais. Alors ça, il n'y a pas assez de liquidité. Enfin, paraît compliqué. Faut essayer de trouver un exchange où il y a peut-être plus de liquidité. Ah, ça, c'est pas la Suisse. Ah oui, celui-là. Oula, ah, il y a encore moins de liquidité en Suisse, là. Bon, faut trouver l'exchange où il y a de la liquidité. Non plus. Pff, oh là là, c'est une horreur à trouver ce truc. Le troisième dans la liste. Ah, Better. Ok, on l'a trouvé, celui qui est liquide. Ouf, ah oui, bah là, il y a du monde. Bon, on est d'accord pour l'attendre. Oh putain! Je peux direct aller en mensuel, hein, on va pas perdre de temps. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Plus ça monte, plus tu as le volume. Tu peux tout de suite écarter la bulle. Mais c'est forcément un marché excessif. Excessif en mensuel, hein, d'accord? Donc, tu regardes les dernières boîtes. C'est excessif à souhait. Quand tu es en excès sur des gros time frames, il n'y a que deux scénarios, d'accord? Soit c'est une bulle spéculative, c'est-à-dire que c'est l'excès de demande qui envoie les prix to the moon, etc. Et ça va vite retomber, d'accord? Ou la réduction du supply, hein. Dans le cas d'Apple, c'est les deux, hein. C'est une demande très spéculative depuis 2018 et surtout une réduction du supply. Donc ils trichent avec les rachats d'actions. Et le jour où ça s'arrête, ça va s'écrouler, hein. C'est le même résultat derrière. Mais ça reste donc une bulle de spéculation. Une bulle de valorisation, pardon, voilà, pour faire simple. Donc Apple, c'est pas une bulle spéculative, mais c'est une bulle de valorisation alimentée par des boucles de rétroaction positive, rachat d'actions, spéculation, le fait qu'elle soit grosse, ça fait que les ETF sont obligés d'en acheter, etc., vu que c'est la première market cap, etc. Donc plus ça monte, plus les gens doivent en acheter. Évidemment, dès qu'elle va baisser, les gens vont devoir s'en délester parce que sinon les ETF vont s'écrouler, etc., etc. Donc c'est les mêmes boucles de rétroaction positive qui vont créer la chute d'Apple. C'est juste un peu particulier. D'accord? On n'est pas juste sur des gars qui achètent le turfu sur Apple. C'est juste une vraie mécanique complètement folle, conjointe de boucles de rétroaction positive qui induisent des psychologies complètement irrationnelles. Ok. Là, ça me paraît être potentiellement le cas, mais comme on l'a vu, les volumes sont encore là. Donc normalement, une bulle, plus ça monte, moins les volumes sont là. Donc là, je dirais pas forcément la bulle. Ça laisse deux options. Tendance multi-time frame,
D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut trouver le breakout. Moi, je dirais ça a breaké par là, hein, puisqu'on voit que c'est là que ça casse des cycles. Là, il y aurait eu une forme de range. Donc la question, c'est est-ce que par là, on a un breakout multi-time frame? Si oui, bah, il faut regarder quelle est la maturité de ce truc-là pour savoir si c'est normal d'alimenter ce truc-là. OK? Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, il faut remettre les bougies et il faut regarder. Est-ce qu'ici, on a quelque chose qui ressemble à la structure multi-time frame ou pas? Juste dans le fait qu'il y ait eu un breakout ici. Sans même aller voir ce... On est d'accord que oui. Premier pullback, deuxième pullback. Donc là, on a fini. C'est normal que ce soit parabolique. Normalement, on fait le dernier pullback qui va rester au-dessus de celui-là. Mais par contre, vous savez qu'il y a un excès final à faire. Donc ça repartira en ATH dans les prochaines années. OK? C'est que de la spéculation, je ne connais pas l'avenir, mais je peux cadrer une pattern ici toute simple. Maintenant, il faudrait valider toutes les étapes, aller bien vérifier le breakout des 3 time frames ici, qu'il y a bien eu machin. Mais vous la connaissez normalement, cette putain de structure multi-time frame. Ça veut dire avant de vous faire chier à faire une analyse complexe, essayez déjà de voir si ça colle à la structure. Là, clairement, pour ma part, oui. Maintenant, il faudrait aller revalider toutes les étapes intermédiaires. Tendance multi-time frame, c'est niveau expérimenté, il y a des dizaines de règles à connaître par cœur, et il ne faut pas en oublier une, et il faut tout valider dans le bon ordre. Donc c'est très compliqué, encore une fois. On ne va pas le faire ici parce que du coup, on va peut-être passer sur les ranges. Mais voilà, là, pour ceux qui savent faire du multi-time frame, c'est clairement là qu'il faut aller sortir vos doigts pour bien vérifier. Mais bon, je vous le donne en mille, franchement, ça a la gueule. Donc là, ça sent, laissez tranquillement ce pullback se mettre en place. Vous savez que la troisième borne, c'est pas mal pour faire un take profit. OK? Et vous savez que de toute façon, ça ira en ATH. Donc, essayez de rester acheteur. Vous savez juste que le pullback, il va se trouver au mieux au-dessus. Il ne peut pas se trouver en dessous de ce truc-là. Donc, plus ça baisse, mieux c'est. Vous savez où mettre vos stop-loss, etc. Tutti quanti. OK? Pour trader le bordel, le mieux, c'est de laisser baisser. D'accord? Si on se rapproche dangereusement de la zone de pullback précédente, allez-y, achetez. Bon, c'est un achat de deuxième borne, donc il faut quand même être costaud. Mais achetez par là. OK? Et dans tous les cas, vous faites un TP sur la troisième. Et une fois que la troisième borne est faite, vous pouvez acheter la quatrième. Bon, en général, ça forme des triangles, ces machins. Et surtout, dès qu'on casse la troisième, vous pouvez viser la TH et terminer. OK? Vous savez que de toute façon, ceci est une tendance. C'est pas version Apple, ça va aller à zéro. D'accord? C'est vraiment la valeur, elle va rester là. OK. On va construire un range de valorisation. Mais on est à l'étape finale. Là, il n'y aura plus de parabole, etc. Donc là, attention au gros repli. Donc on met plus de position à taille folklorique, etc., etc. Ça marche, mais il y a de la valeur. Donc ça, plus ça baisse, plus vous pouvez acheter. C'est typique de ce qu'on a déjà vu, les PayPal, etc. Ça marche? Vague 5 étendue, c'est pas un marché excessif pour rien. C'est un marché qui est généralement soutenu par des fondamentaux extrêmement solides. Donc on pourrait valider ça en plus avec donc une croissance des bénéfices et tout ça. Mais vous voyez que les volumes sont soutenus. Donc là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Volume soutenu, structure de troisième borne, égale clairement on déplace la valeur sur ce truc-là. Donc il y a encore de très beaux achats à réaliser là-dessus, mais il faut attendre. Il faut acheter le plus bas possible dans ces structures. OK? Acheter la fin du cycle mensuel. Quand le mensuel aura réussi à consolider, à finir son cycle, vous savez que vous pouvez acheter le pullback et de toute façon, ça retournera en ATH ce truc. Par contre, l'ATH, il faudra se barrer. Voilà, c'est vraiment la base aussi. Et ça peut mettre longtemps. Donc, ayez quand même des horizons d'investissement, on va dire à peu près 2028 sur ce truc-là. Donc, comme on l'a dit, si vous mettez vraiment ça en portefeuille, essayez de vous assurer que ce soit capable de rester compétitif dans un environnement de totalitarisme. Enfin, de radicalisation politique, on va dire. Si tel est le cas, allons-y, feu. Si c'est pas trop le cas, vous oubliez surtout pas le TP de la troisième borne. Ça marche ? Super, mais voilà, moi si vous êtes capable de faire ces analyses-là tout seul, alors que là franchement on est sur du super gros level, putain je suis très content. Ça veut dire que j'ai fait un super taf. Putain, si vous savez faire ça en autonomie les gars, c'est de la folie. Hein. Et j'en connais des traders, j'en connais pas beaucoup qui sont capables d'analyser et de séquencer des trucs comme ça. Hein. Solo, enfin en autonomie parfaite, etc. Ça veut dire maîtriser toutes les structures intermédiaires, les séquencer dans le bon ordre, etc. Enfin, waouh, ça fait une belle analyse quoi. Enfin, moi, ça, c'est ce que j'ai de plus compliqué à vous apprendre, pratiquement. En termes de contexte. Ah, par contre, j'ai dit, ça, tu le trades.
correctement en exposant ton portefeuille sur les 3 time frames, là, mon pote, c'est des rendements comme aucun gérant peut prétendre faire le mal à côté. Enfin, si tu arrives à trouver des tendances multi-time frame sur des actifs et que tu arrives à trader ça correctement, tu prends très peu de risques en réalité, mais tu fais des rendements folie. Tu es à plus de 3 chiffres là. Hein. Beaucoup plus. Enfin, tu es à bien plus de 100% de rendement sur la stratégie. Hein. Ok, on passe au range. Je coupe le replay, pardon.